Bonjour à tous, capsule juridique numéro 159 du 23 mai 2023. Je vais vous parler aujourd'hui de la France, de la Suisse, du Luxembourg et des USA. En France tout d'abord, lundi de la semaine dernière, je vous parlais de cette procédure de référé-liberté dirigée contre la procureure de Lille à propos des fichiers créés avec l'identité de tous les manifestants arrêtés lors des manifestations contre la réforme de la retraite, même donc les manifestants qui ressortaient ensuite libres. Une ordonnance a été rendue vendredi. Alors comme je n'ai pas encore le texte complet de cette décision, je vous lis pour l'instant un extrait de l'article du quotidien La Voix du Nord dont le lien est sous cette capsule. Je cite. Ce vendredi, le juge des référés du tribunal administratif saisi en urgence ordonne à la procureure de la République de Lille et au garde des Sceaux la destruction de ces données. Le juge estime que la constitution par le parquet de Lille, en dehors de tout cadre réglementaire d'un fichier recensant les noms, prénoms et dates de naissance de chaque manifestant placé en garde à vue à l'occasion des manifestations contre la réforme des retraites, ainsi que les suites pénales données portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des personnes concernées et ordonne l'effacement des données à caractère personnel qu'il contient. Fin de citation. Quelques précisions sont données dans l'article sur le déroulement de l'audience de lundi, le juge ayant aussi précisé que la création de ce fichier n'était pas anodine et ne pouvait pas s'inscrire dans la mise en œuvre habituelle du traitement automatisé de données à caractère personnel. Bonne nouvelle donc. Et la procureure ainsi que le ministère de la Justice peuvent interjeter appel dans un délai de 15 jours. Alors j'avoue que je n'ai pas mis à jour cette info. Donc au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout si un appel a déjà été fait ou pas. Je vous en tiendrai informé dans une prochaine capsule. En Suisse, à présent, un mouvement citoyen avait lancé une initiative nommée « L'argent liquide, c'est la liberté » en vue de lutter contre les CBDC. Alors les CBDC, vous savez, sont les Central Bank Digital Currency. Il s'agit donc des mêmes monnaies numériques des banques centrales que celles dont je vous parlais dans une précédente capsule à propos de la Floride qui souhaitait les interdire. En Suisse, le mouvement citoyen est à présent aidé par le Conseil fédéral qui a reconnu l'importance de l'argent liquide pour l'économie et se dit prêt à inscrire dans la Constitution l'obligation de maintenir une monnaie nationale en numéraire, obligation qui pour l'instant est déjà garantie par la loi suisse, mais qui pourrait donc être encore renforcée par cet ajout dans la Constitution, ce qui serait une très bonne nouvelle pour nos voisins suisses. Pour un rappel sur les dangers des CBDC en termes de liberté individuelle, je vous renvoie à ma précédente capsule. Notez d'ailleurs que sur le même sujet, au Canada, alors que Justin Trudeau essaye d'avancer à marche forcée vers les CBDC, il semble que la population ne soit pas très réceptive et que ça ne se passe pas très bien pour lui. Alors je vous mets sous cette capsule le lien vers une vidéo à ce sujet. Elle est en anglais, mais vous pouvez afficher les sous-titres automatiques dans YouTube. Et cette vidéo rappelle de manière très très claire les dangers des CBDC. Je vous rappelle aussi que vous ne devez pas perdre de vue que vous avez le pouvoir de dire non. Si personne ne s'en sert, ça n'ira pas très loin. Il y aura évidemment des moments difficiles s'il faut aller jusque-là, mais la population a le moyen de refuser en bloc ce genre de monnaie numérique. Et je vous parle d'ailleurs de certaines initiatives où des personnes sont arrivées de manière concertée dans des grandes surfaces. J'ai vu passer ça hier, c'est assez intéressant. En remplissant leur caddie à ras-bord et en arrivant à la caisse avec uniquement de l'argent liquide. Et c'était une grande surface dans laquelle justement ils venaient d'annoncer que les monnaies liquides étaient désormais inutilisables et que seuls les paiements par carte marchaient. Et donc de manière très polie, ils sont tous arrivés à la caisse avec leur caddie archi rempli, en payant uniquement en liquide. Alors sur le moment même, ça n'a pas marché, mais il semblerait que dès le lendemain, la grande surface ait réinstallé l'argent liquide aux caisses de manière plus classique. Donc il y a moyen de résister, il faut simplement se concerter plus, s'organiser et ne pas baisser les bras. Et je vous rappelle aussi, pour ceux qui n'ont pas encore plongé clairement dans ce sujet, qu'il est grand temps de vous y mettre, parce qu'une des idées de nos psychopathes là qui nous dirigent, c'est d'instaurer aussi des monnaies avec une date de péremption. Donc vous touchez votre salaire si vous avez la chance d'avoir un salaire, et on vous dit que vous avez un mois pour le dépenser. Après ça, il ne vaut plus rien. Donc intéressez-vous-y rapidement, parce que votre information à ce niveau-là est vraiment primordiale. Ne me dites pas dans 6 mois, 1 an, en fait on ne m'avait pas prévenu. Voilà, donc il faut vraiment se battre, il faut vraiment être totalement informé de ce qui se passe parce que les manifestations contre les retraites, etc., ça pourrait aussi n'être qu'une distraction pendant que d'autres choses essayent de s'installer. Alors je dis bien essayent, c'est pas encore gagné pour eux, loin de là, mais soyez vigilants et soyez surtout informés. Au Luxembourg, à présent, le docteur Benoît Ox, qui s'est souvent exprimé, qui avait fait l'objet de poursuites par le Conseil de l'Ordre suite à une première suspension, affronte maintenant une seconde procédure. Et dans le cadre de cette procédure,
il a voulu obtenir la récusation d'un magistrat, c'est-à-dire en fait le même magistrat que celui qu'il avait déjà jugé dans la première procédure, dont il estimait qu'il n'était absolument pas impartial. Et dans la vidéo dont je vous mets le lien sous cette capsule, à partir de la 15e minute, il donne d'excellentes nouvelles de cette procédure-là. C'est-à-dire qu'en fait, donc le Conseil de l'ordre demandait pas moins de 2 ans de suspension parce qu'il a osé parler sur la dangerosité des injections. Comme il le relève lui-même d'ailleurs dans la vidéo, cette peine de 2 ans de suspension était jadis réservée aux médecins qui avaient causé des dommages graves, voire le décès de certains patients. Mais ici, non, quand on s'exprime, ça devient dangereux aussi. Bref, et donc il parle de la façon dont s'est déroulée l'audience devant les juges professionnels, puisqu'au Luxembourg, dès la première instance, une procédure ordinale se passe devant des juges professionnels, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Et dans les infos qu'il donne, il explique qu'après avoir tenté de faire récuser le juge et les experts de la première procédure, donc qui devaient siéger dans la seconde, ce qui n'avait pas marché en première instance, il fait appel. Et dans le cadre de cette procédure d'appel, les juges ont fait droit à la demande de récusation du juge et des experts. Donc, comme il explique lui-même, des juges ont considéré que d'autres juges n'étaient pas impartiaux. Les juges d'appel ont même parlé de déni de justice, donc la décision est très très positive, puisque les magistrats en appel considèrent donc qu'il y a un grave problème dans la façon dont le tribunal et l'ordre des médecins ont agi pour refuser cette récusation et pour mener cette procédure en première instance. Donc très très bonne nouvelle, et comme il le rappelle, ça ne veut pas dire qu'il a gagné sur le fond, donc par rapport à cette suspension qui était demandée à son encontre, mais ça veut dire par contre que les juges d'appel au Luxembourg sont attentifs à ce que la justice, même ordinale, se mène dans de bonnes conditions et en respectant certains principes. Aux USA à présent, l'État du Nebraska vient de voter une loi interdisant toute transition de genre sous l'âge de 18 ans et posant des limitations quant au délai dans lequel un avortement peut intervenir. Alors pour les transitions de genre, qui sont l'objet principal sur lequel je veux insister, la loi interdit toute opération sous l'âge de 18 ans. Et par ailleurs, elle fixe des restrictions quant à l'accès aux médicaments hormonaux qui sont des bloqueurs de puberté pour cette même tranche d'âge, particulièrement visée, vous le savez, dans les campagnes actuelles intensives de propagande. L'information vient de l'agence Reuters, je mets le lien de l'article sous cette capsule comme d'habitude. L'article précise que le projet de loi avait pour but, je cite, de protéger les adolescents contre des procédures médicales irréversibles qu'ils pourraient regretter plus tard. Fin de citation. La loi a été votée à 33 voix contre 15, les débats étant particulièrement houleux, si j'en crois cet article, et si j'en crois aussi une vidéo que j'ai vue passer avec une députée démocrate qui se positionnait contre la loi en question et qui était particulièrement hystérique. Je dois dire que c'était même presque impressionnant. Aux USA toujours, et comme les médias habituels ne vous le diront pas, il peut être utile de vous préciser qu'une procédure d'impeachment, donc de destitution, a été lancée contre Joe Biden. Cette procédure est lancée par la députée Marjorie Taylor Greene, qui est aussi à la tête d'une commission d'enquête judiciaire. Il y a quelques jours, elle avait donné une conférence de presse pour parler des raisons qui justifiaient, selon elle, une telle destitution. J'ai pu vérifier que la procédure était bien lancée, j'en mets le lien officiel sous ma capsule, donc vers le site officiel du Congrès américain. Cette demande de destitution est essentiellement fondée sur la politique de Joe Biden en matière d'immigration et différents faits sont énumérés. Alors je vous lis l'énumération. Je cite 1. Le département de la sécurité intérieure du président, donc après on va le nommer par les initiales DHS, a délibérément refusé de maintenir le contrôle opérationnel de la frontière comme l'exigeait la loi de 2006 sur la clôture sécurisée. Ces actions ont directement conduit à une augmentation du nombre d'étrangers illégaux et de stupéfiants illégaux, y compris le fentanyl mortel, entrant aux États-Unis. 2. L'administration du président Biden a délibérément violé la loi sur l'immigration et la nationalité en relâchant des étrangers en situation irrégulière à l'intérieur des États-Unis. La loi exige clairement du DHS qu'ils retiennent les étrangers cherchant à être admis aux USA pendant la durée du traitement de leur dossier. En vertu de la loi, le DHS n'a pas la possibilité de relâcher simplement les étrangers à l'intérieur des États-Unis. 3. Le président Biden a rétabli les politiques de capture et de libération de l'administration Obama et a libéré des étrangers à l'intérieur des USA sans leur adresser d'avis de comparution. 4. Sous l'administration du président Biden, le ministère de la Sécurité intérieure a mis fin au protocole de protection des migrants qui permettait de traiter les demandes dans le respect de la loi et dissuader l'immigration clandestine et les étrangers présentant des demandes d'asile frauduleuses. 5. En raison des politiques du président Biden, les rencontres avec la CPB, c'est la Customs and Border Patrol, donc la patrouille frontalière, ont augmenté chaque mois depuis qu'il est devenu président. Depuis janvier 2021, plus de 6 millions de personnes ayant franchi la frontière ont été rencontrées par le personnel de la CBP ou ont échappé à la capture. 6.
Outre les étrangers en situation irrégulière, les politiques du président Biden ont entraîné une augmentation significative de la contrebande de drogue illégale à la frontière sud. Le fentanyl tue aujourd'hui plus de 300 Américains par jour. Fin de citation. Et la requête se termine en ces termes, je cite à nouveau, par conséquent, le président Biden, par sa conduite, a démontré qu'il demeurera une menace pour la sécurité nationale et la Constitution s'il est autorisé à rester en fonction, et qu'il a agi d'une manière grossièrement incompatible avec l'état de droit. Le président Biden mérite donc d'être mis en accusation et jugé, démis de ses fonctions et disqualifié pour occuper et jouir de toute fonction d'honneur, de confiance ou de profit aux USA. Fin de citation. Et je vous parlerai évidemment de l'avancée de cette procédure dès qu'on en saura un peu plus. Aux USA toujours, la société de Trump, TMTG, c'est-à-dire Trump Media and Technology Group, qui exploite le média Truth Social, a lancé le 20 mai dernier une plainte contre le Washington Post. Il reproche au Washington Post d'avoir publié un article qui l'accusait faussement de fraude en matière de valeurs mobilières et d'autres actes répréhensibles, soit donc de fausses accusations criminelles. La plainte revient aussi sur ce que Trump considère être une croisade de dissimulation permanente des vraies informations au mépris du public et en causant un préjudice à son réseau social. En guise de réparation, Trump réclame au nom de sa société 3,780 milliards de dollars ou, je cite, un montant supérieur déterminé par le jury. La plainte que vous pouvez télécharger fait 19 pages. Vous pouvez la passer si besoin à la moulinette de DeepL.com, ce qui modifie un peu la mise en page et augmente le nombre de pages, mais permet de la lire en français. Elle détaille tous les griefs sur lesquels il est un peu long de m'apesantir. Il est aussi reproché au Washington Post d'avoir non seulement publié les fausses déclarations construites de toutes pièces, mais aussi d'avoir invité les 20 millions de followers sur Twitter à les diffuser en masse. Les infractions visées sont la diffamation et la conspiration. La demande de dommages et intérêts se décompose en deux parties. 2,780 milliards pour les dommages et intérêts compensatoires, donc pour compenser le préjudice subi, et 1 milliard pour des dommages et intérêts punitifs. Alors comme vous le voyez, tout avance en parallèle. Vous avez sûrement entendu parler aussi, toujours pour des USA, du rapport Durham, sur lequel je ne vais pas m'étendre pour l'instant, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas encore de procédure lancée au niveau judiciaire, mais tout converge quand même pour amener à des révélations de tous les côtés, donc c'est à la fois passionnant, fatigant, usant, long, mais tenez bon, on va y arriver. À bientôt, au revoir.